Effectivement, je pense on va pouvoir commencer la présentation d'aujourd'hui. Jérémy Leleu, donc moi j'ai en charge les activités commerciales donc liées à la simulation, exclusivement à la simulation pour le groupe Keonis. Et donc je suis accompagné aujourd'hui de Martin Skaradek, qui fait partie de l'équipe simulation et qui est notamment expert sur les solutions de simulation pour concepteurs. Alors pas que, mais entre autres. Martin, si tu veux aussi dire bonjour à tout le monde. Oui, bonjour à tous, j'en profite, je vois que je vois Monsieur Pierrel Moreau que je connais, que j'ai l'occasion de côtoyer, et Monsieur Gomez, nous voyons cet après-midi ici pour une autre démonstration, donc je dis bonjour à tout le monde. J'interviendrai à un moment donné, il y aura une vidéo que j'ai produite sur l'outil que vous allez voir et que je commenterai qui doit durer à peu près environ 17 minutes. Donc je laisse la parole à monsieur Leleu et je vous dis à tout à l'heure. Merci, merci Martin. Donc effectivement, c'est vrai que la plupart, je pense un grand nombre d'entre vous connaissent déjà et ont déjà pu échanger avec Martin dans le passé. Alors attendez, je n'arrive pas à passer les petits slides. Voilà. Donc effectivement, c'est notre, on va dire, c'est le rendez-vous habituel, je dirais les mardis, donc deux webinaires par mois pour ceux qui ont pris l'habitude d'y assister. Effectivement, donc cette activité-là est notamment mise en place par nos équipes techniques dédiées à la simulation, dédiées à la conception et dédiées au système engineering. Donc bienvenue sur ce webinaire. Alors aujourd'hui, on va se focaliser sur la simulation, mais pour les concepteurs. C'est-à-dire un petit peu des nouvelles solutions qu'on va essayer de mettre en place plus tôt dans vos cycles de conception, et on va le voir ensemble, qui vont vous permettre d'accélérer vos cycles de conception et aussi, on va dire, d'augmenter l'innovation pour vous et pour vos entreprises respectives. Pour ceux qui en ont pris aussi l'habitude, je vous remets aussi le lien, je dirais, de notre site. Alors, il y a le site internet keonis.com qui va rassembler toutes les informations liées au groupe Keonis, mais il y a aussi le mini-site, on va dire, dédié à la simulation, alors dans lequel vous allez à la fois pouvoir retrouver des tips and tricks, un petit peu une knowledge base, des tutoriaux, des vidéos, que ce soit d'ailleurs pour des utilisateurs, je dirais, expérimentés en termes de simulation, mais aussi pour des utilisateurs peut-être plus novices, avec justement des tutoriaux, des guides pas à pas pour la mise en place de certains modèles ou l'utilisation finalement de certaines fonctionnalités. Donc n'hésitez pas à aller le visiter. Si je ne dis pas d'erreur, alors peut-être que Martin me rectifiera en fin de présentation. Je crois que c'est aussi ici que vous allez pouvoir retrouver le replay de ce webinaire, puisqu'il est bien entendu enregistré pour que vous ayez l'occasion de le reparcourir dans les jours ou dans les semaines qui arrivent. Donc, comme je vous le disais un petit peu en introduction, l'idée aujourd'hui, c'est de se focaliser sur les outils de simulation dans un environnement de conception. J'aurai l'occasion d'y revenir plus tard, que ce soit CATIA V5 ou que ce soit potentiellement d'autres outils de conception que vous avez en interne dans vos sociétés respectives, ou même que ce soit, pour certains d'entre vous d'ailleurs, déjà la 3D Experience Platform que vous avez déjà pu déployer au sein de vos structures respectives. Je mentionne aussi quelque chose parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui nous tient à cœur pour Keonis et notamment pour nos équipes techniques simulation. Il est vrai qu'on accompagne des clients qui sont très expérimentés en simulation, voilà, qui ont déjà plusieurs dizaines d'années ou plusieurs années de retour d'expérience un petit peu sur l'intégration de la simulation dans leur process. Mais on intervient aussi sur des clients qui intègrent et qui débutent avec la simulation. C'est quelque chose qui nous tient aussi particulièrement à cœur, c'est de pouvoir déployer les outils et déployer les bonnes méthodologies pour vous permettre justement de les utiliser le plus rapidement possible, mais aussi le mieux possible. J'y reviendrai un petit peu aussi, c'est-à-dire l'idée aussi, c'est de pouvoir mettre les bons outils au bon moment
de vos cycles de conception. Donc, on a essayé justement de faire un petit peu un retour d'expérience des différents échanges qu'on a pu avoir avec nos clients, parfois d'ailleurs avec un certain nombre d'entre vous qui assistent aussi au webinaire aujourd'hui. C'était d'essayer de voir ce qui se passe quand la simulation n'est pas présente, on va dire, de manière anticipée dans la conception de vos nouveaux produits. Donc ça, on a essayé de faire un état des lieux que je vous présenterai. Naturellement, ça nous emmènera, je dirais, vers la présentation des outils dédiés pour les concepteurs. Ensuite, comme l'a dit Martin, Martin vous fera une démonstration justement, alors via une vidéo, de la mise en place d'un calcul. Ça permettra de mettre en lumière ce que je vous dirais un petit peu avant, pendant la présentation, c'est-à-dire de voir que toutes les notions un petit peu poussées qui ont attrait à la simulation, on parle souvent du maillage, on parle souvent de choses parfois assez complexes et qui, mine de rien, pour un concepteur et à ce stade-là de la conception, n'ont pas une grande valeur ajoutée, ils sont plutôt une perte de temps. Tout ça a été supprimé ou a été, je dirais, automatisé aussi dans ces outils qu'on va vous présenter, de telle manière à ce que ces outils-là soient adaptés aux besoins du concepteur et à l'utilisation qu'il va en faire. Et on terminera par une conclusion, je dirais, de manière assez classique. Donc, effectivement, avec, je dirais, notre retour d'expérience et les échanges qu'on a pu avoir avec nos clients, on a essayé de faire un petit peu un état des lieux de ce qui se passe lors d'un process de conception classique. Donc, on va avoir ce que nous, on appelle, on va dire, le pré-design, où le concepteur va essayer de dégager un certain nombre d'idées. Donc, on verra de quelle manière il peut, et vous pouvez vous y prendre pour faire ce type de travail. Ensuite, on va aller doucement vers une phase de définition un peu plus fine du design. Et on verra que peut-être, quand la simulation n'a pas été présente ou n'a pas été mise au service de la conception, là, il y a peut-être d'autres départements dans vos structures qui vont pouvoir intervenir et qui vont peut-être effectivement rajouter des itérations et des délais dans le temps de mise en place et finalement de validation de vos conceptions. Une fois cette étape, je dirais, franchie, une fois ce design affiné, c'est là où on voit apparaître la simulation. Alors, soit, effectivement, il n'y a pas du tout de simulation dans l'entreprise et nos clients font encore des essais physiques. Je dirais, là, on se rend bien compte maintenant et on en a quand même dans nos échanges de moins en moins. C'est-à-dire que la simulation, aujourd'hui, tout le monde se rend compte de l'intérêt qu'elle peut avoir à cette étape-là. L'idée, c'est de voir aujourd'hui l'intérêt qu'elle peut avoir sur des étapes, je dirais, sur les étapes précédentes. Et on ne parlera pas, je dirais, on n'a pas non plus beaucoup de temps aujourd'hui, on passera, je dirais, sous silence la partie production. Donc, on va se concentrer sur les deux premières briques de la mise en place d'un nouveau concept, d'une nouvelle conception, d'un redesign d'un produit existant. Ça peut aussi être le cas chez un certain nombre de nos clients dont vous faites partie. Et donc, aujourd'hui, les outils qu'on va vous présenter, les solutions qu'on va vous présenter, les process qu'on va vous présenter sont adaptés pour ces phases-là. D'accord? J'insiste, et d'ailleurs, j'avais pu échanger avec un certain nombre d'entre vous lors de l'invitation pour ce webinaire. L'idée, ce n'est pas de venir remplacer vos outils d'expertise en termes de simulation. L'idée aujourd'hui, c'est de vous montrer comment des outils simples, rapides et pourtant efficaces vont permettre de compléter un petit peu votre chaîne de conception et votre chaîne de simulation. Donc, qu'est-ce qui se passe effectivement? Qu'est-ce qui se passe, en tout cas, qu'est-ce qu'on observe chez un grand nombre de nos clients pour lesquels il n'y a pas encore de simulation dans les phases de conception? Finalement, le concepteur, le designer ou l'ingénieur, ça peut aussi être possible, va dégager un certain nombre d'idées. Ici, on voit un exemple, bon, ça reste un exemple assez simple, mais je dirais, voilà, j'ai 4 idées. Maintenant, je vais devoir en choisir une pour essayer d'aller plus loin. On va essayer d'affiner cette conception. Finalement, quand on échange avec eux,
pour essayer d'avoir un petit peu une overview de leur process. Et quand on échange avec vous, on s'aperçoit que le choix, par exemple ici du design en bleu, il est fait finalement sur un sentiment, sur un ressenti, sur bien sûr l'expérience du concepteur, voire aussi de l'équipe de conception. Hein, ce n'est pas un travail qu'on fait seul. Et je dirais presque dans le moins pire des cas, aussi via des calculs, on va dire analytiques, avec voilà, un petit peu soit par un fichier Excel, soit même des calculs vraiment à la main. On fait l'exercice parfois avec nos clients de dire, mais écoutez, faites effectivement au moment où ils ont des nouveaux projets, de dire, mais regardez un petit peu ce qui peut se dégager chez vous en termes de conception. Et maintenant, on va faire le même exercice avec un outil de simulation pour concepteurs. Et finalement, le constat qu'on fait, c'est que la plupart du temps, c'est un petit peu, voire beaucoup, surdimensionné. Il n'y a pas vraiment d'optimisation. Alors, c'est vrai aussi qu'on a le retour de dire, bah oui, mais l'optimiser de 1%, finalement, qu'est-ce que ça change? Alors, c'est vrai que si on regarde la conception de manière vraiment locale, ça ne va pas changer grand-chose. Maintenant, si on regarde à l'échelle de l'entreprise et avec les enjeux qui vont arriver plus tard, le nombre de pièces fabriquées, les moyens de production mis en œuvre pour fabriquer tel ou tel design, finalement, c'est là où l'optimisation, bien qu'on n'y pense pas forcément en début de chaîne, c'est là où l'optimisation prend toute son importance. Quand il ne faut pas simplement voir l'optimisation du produit en tant que tel, il faut vraiment voir l'optimisation en essayant d'anticiper les étapes d'après et en essayant finalement d'anticiper le nombre de pièces qui vont être produites. Une autre conséquence qu'on a pu observer, c'est que finalement, on manque de temps peut-être pour explorer d'autres pistes. Ici, j'en vois 4. Est-ce que peut-être la 8e, la 9e n'aurait pas été la meilleure conception possible vis-à-vis du cahier des charges? C'est une vraie question qu'on peut aussi se poser et ça amène, je dirais, le point d'après que vous voyez apparaître, c'est effectivement une moins grande innovation. Je ne dirais pas qu'il n'y en a pas, parce qu'effectivement, l'expérience du concepteur et la connaissance, bien sûr, du concepteur va quand même amener un certain niveau d'innovation. Mais celui-ci aurait pu être grandement augmenté en faisant marcher le binôme. Pour moi, c'est vraiment un binôme, c'est-à-dire, je ne dis pas que la simulation, c'est mieux que l'expérience, mais je ne dis pas que l'expérience, c'est mieux que la simulation. Par contre, l'expérience, plus l'expérience du concepteur, plus la simulation, ce binôme-là, là, il vous amène à un niveau d'innovation par rapport à vos concurrents qui est énorme. Donc ça, je dirais, c'est la première étape et c'est ce qu'on observe. C'est un premier bilan de ce qu'on peut observer chez nos clients. La deuxième étape, c'est quand on va essayer d'aller affiner le design. D'accord? Donc là, bon, j'ai sorti une idée, j'ai sorti effectivement la pièce bleue. Maintenant, j'ai besoin de savoir si ça a une chance, effectivement, de correspondre au cahier des charges de mon produit. Là, à nouveau, on a plusieurs possibilités quand on échange avec vous et avec nos clients. Finalement, soit on sous-traite un bureau d'expertise, soit finalement, on ne va pas pouvoir tout tester. C'est-à-dire que c'est souvent à ce moment-là qu'un autre département entre en jeu, le département du bureau de calcul parfois, avec là des experts en simulation, mais ils ne vont pas pouvoir tester les 15 designs potentiellement que vous avez sortis. Donc, vous allez vraiment devoir limiter, et c'est pour ça qu'on va en choisir un ou deux. Le nombre d'itérations, effectivement, il va y avoir des allers-retours entre vous et le bureau de calcul. Je dirais c'est trop dommage. Laissons effectivement les calculateurs aller pousser la démarche de la simulation, aller essayer d'appréhender des nouveaux phénomènes, pendant que vous, effectivement, vous faites déjà ce premier travail de validation de votre conception. Effectivement, même là, je dirais la partie prototypage, bon, je dirais bien sûr, et la partie, je ne vais pas dire presque la plus évidente en termes d'inconvénients, mais effectivement, ça va être une partie qui va être très coûteuse. Donc l'idée, c'est d'essayer, si ce n'est de la supprimer, je ne dis pas qu'on va totalement la supprimer, mais au moins d'en minimiser le plus possible. Donc ça, je dirais, c'est le bilan qu'on fait avec nos clients quand on va venir déployer des outils de simulation pour vous, pour les concepteurs, dans les bureaux d'études, dans les bureaux de design. On essaye de regarder comment ça se passe et là, on vous a fait finalement
un retour d'expérience de ce qu'on observe. À la fois, il y a du positif et il y a du négatif. Je reviens sur ce que je pouvais dire sur un slide d'avant. Pour moi, ce qui va faire la force, c'est le binôme expérience de l'utilisateur, du concepteur, du collaborateur avec la simulation. Bon, finalement, effectivement, ce petit encart, finalement, j'ai eu l'occasion de vous en parler en détaillant les différents points précédents. Alors, qu'est-ce qu'effectivement on est susceptible de proposer pour améliorer ce qu'on a pu identifier précédemment? Ce qu'on a pu identifier précédemment, c'est finalement les outils de simulation. Ils sont souvent réservés à des experts. Dans notre bureau d'études, on n'a pas forcément soit l'expérience, soit la formation nécessaire. Les technologies, c'est vrai qu'il y a des logiciels souvent parfois gratuits qui peuvent exister pour faire de la simulation, on va dire, à premier niveau, qui sont souvent mal perçus. Et ça peut se comprendre parce que quelle est la confiance qu'on peut avoir dans ces résultats-là? Comment on peut faire collaborer le bureau de calcul avec le bureau d'études? Ça, c'est un vrai enjeu parce que le bureau de calcul peut aussi être là pour vous aider à déployer les bonnes méthodologies dans le bureau d'études pour être encore plus performant. Donc ça, c'est aussi, je dirais, un enjeu important. Et comment, je dirais, peuvent évoluer les solutions pour concepteurs. Je dirais, c'est un petit peu les différents points que je vais pouvoir vous détailler par la suite. Alors, ça reprend effectivement un petit peu les 7 points que j'affiche ici, c'est-à-dire d'avoir un outil qui soit, alors je m'excuse pour l'anglicisme, mais designer oriented, vraiment qui soit dédié aux besoins du concepteur et pas qui ait des possibilités qui ne correspondent pas à ce besoin-là. D'accord ? Le calculateur expérimenté n'a pas le même besoin que le concepteur et inversement. Une technologie qui soit robuste, bien sûr. Alors, certains d'entre vous connaissent déjà CATIA Analysis, qui est une technologie aussi de référence dans cette optique-là, de faire des simulations un petit peu en phase de conception. On verra avec la plateforme qu'on a intégré aussi une nouvelle technologie. L'intégration avec la conception, je dirais, c'est aussi une chose qui est très importante. Ça rejoint un petit peu le designer in mind, c'est-à-dire avoir quelque chose qui soit très orienté pour la conception. L'aspect collaboration. Alors, je ne détaillerai pas dans ce webinaire-là. D'ailleurs, je vois déjà que l'heure avance à grands pas, mais je n'aurai pas le temps de détailler, je dirais, tous les points. La partie évolution de la solution. Est-ce qu'on peut faire évoluer cette solution au fur et à mesure que le bureau d'études appréhende ces outils de simulation? L'aspect productivity, je dirais, ça découle un petit peu de tous les points qu'on a pu évoquer précédemment. Pareil, je ne détaillerai pas ici, mais on aura très largement l'occasion d'en rediscuter par la suite si ça vous intéresse. Et ici, alors on va parler spécifiquement de cloud parce que la solution que je vais vous présenter et que Martin va illustrer par la suite est hébergée sur le cloud. Alors, je reviendrai sur les avantages de ça. Donc aujourd'hui, on va essayer de se concentrer sur Designer in mind, donc le point numéro 1, la partie technologie, la partie intégration et la partie cloud. Voilà. Pour le reste, on aura l'occasion d'en rediscuter. Donc, l'idée d'avoir un outil qui soit orienté pour les concepteurs, c'est justement, peut-être que certains nombre d'entre vous connaissent des produits plus avancés en termes de simulation et qui offrent souvent quelque chose un process, je ne vais pas dire flou, mais qui ne soit pas forcément bien guidé dans une philosophie de conception. Ici, l'idée, c'est d'avoir un workflow qui soit guidé, d'accord, avec des étapes, je dirais, entre guillemets, à cocher les unes après les autres, d'avoir des indicateurs pour dire, attention, là, vous avez certainement oublié une donnée, venez voir dans ce petit menu déroulant pour compléter, d'accord. De la création, je dirais, d'éléments vraiment à la volée, d'accord, que ce ne soit pas compliqué de pouvoir créer, voilà, vos mises en place de chargement,
vos matériaux, etc. Et effectivement, après, un assistant qui puisse vous aider, alors un assistant électronique. Hein, ici, je ne parle pas de notre équipe forcément dédiée à la simulation qui est aussi là pour vous former, pour vous accompagner, pour assurer le support technique. Ici, quand je dis l'assistant, c'est bien l'assistant direct de la solution. Donc ça, c'est effectivement la solution très orientée concepteur avec un workflow guidé, avec, on va dire, des points de passage à valider pour mettre en place la simulation et pour s'assurer que, entre guillemets, la simulation est cohérente et consistante et que le résultat qu'on va pouvoir analyser par la suite est bien en accord avec ce qu'on a, à nouveau, entre guillemets, donné à manger un petit peu à la solution. Alors, j'avais prévu une petite vidéo illustrative qui est déjà 11h23 et finalement, ça ne va reprendre que aussi ce que va pouvoir vous montrer Martin en termes de démonstration. Donc, on va essayer d'optimiser le temps et je décide effectivement de ne pas la passer. De toute façon, je pourrais vous l'envoyer si besoin. La deuxième chose qui est très importante pour vous, ça va être l'intégration. Pourquoi? Parce qu'on a parlé tout à l'heure des itérations entre le bureau de calcul et le bureau d'études, avec souvent des outils qui ne sont pas connectés, avec des modèles à refaire, repartir de zéro, refaire des opérations finalement à basse valeur ajoutée. Ici, l'idée, c'est d'être intégré entre, alors je ne parlerai pas aujourd'hui de la partie PLM, mais au minima entre votre logiciel de conception et votre solution, de simulation. Donc, c'est une intégration forte. Alors, ça peut effectivement entre outils d'Asso Systèmes ou ça peut être une intégration, je dirais, plus faible avec des outils tiers, mais néanmoins, on va pouvoir effectivement chaîner votre logiciel de conception avec votre outil de simulation orienté concepteur. Donc, bien sûr, pour les utilisateurs, et je vois effectivement dans la liste de ceux qui sont présents un certain nombre qui ont déjà intégré la 3D expérience dans leur bureau d'études. Bien sûr, là, il y a une intégration totale entre la partie simulation et la partie conception. Vous restez dans le même environnement. D'accord. Néanmoins, parce que je vois aussi qu'il y a un grand nombre d'utilisateurs CATIA V5, il y a aussi une intégration forte entre CATIA V5 et la 3D expérience. D'accord. Je sais que la 3D expérience, et pour en avoir déjà discuté avec un grand nombre d'entre vous, parfois c'est vu comme une plateforme importante, plutôt orientée entreprise, avec beaucoup de choses qu'on peut intégrer, et c'est vrai, ça a une très forte valeur ajoutée pour ça. Maintenant, aujourd'hui, avec ce qui nous concerne, l'idée, c'est peut-être aussi de voir la 3D expérience finalement comme une solution que vous auriez d'un côté ou de l'autre. Et ici, la solution, c'est la partie simulation. On n'est pas, dans un premier temps, obligé d'intégrer tout ce qui peut être intégré à la 3D expérience. Voyons ici les outils de simulation de la 3D expérience comme finalement une solution à part entière qui va s'intégrer avec votre CATIA V5. D'accord. Donc à nouveau, l'idée ici, c'est que vous puissiez rester dans un environnement de concepteur, que vous soyez efficace et que aussi vous puissiez optimiser vos itérations de manière à ne pas refaire vos mises en données quand la géométrie évolue. D'accord. C'est vrai que je ne l'ai pas précisé encore jusqu'à maintenant, mais si vous faites évoluer votre conception, la mise en données dans votre solution de simulation va suivre et donc vous allez pouvoir relancer directement la petite simulation que vous avez mis en place. Donc ça, c'est vraiment l'idée de l'intégration. Il y a une autre partie qu'on peut voir dans l'intégration et qu'on peut mélanger aussi avec la partie collaboration, d'ailleurs, que je ne vais pas détailler aujourd'hui, c'est la collaboration et l'intégration avec le bureau de calcul. D'accord? Puisque votre bureau de calcul va aussi utiliser un certain nombre de solutions et on peut regarder comment faire communiquer finalement ces solutions ensemble. On parlait tout à l'heure, par exemple, de déployer des méthodes. Je sais qu'on a des échanges aussi, et un certain nombre de clients l'ont déjà fait, c'est-à-dire le bureau de calcul déploie des méthodes, par exemple, sur la partie Abacus, qui vont être réplicables ensuite dans la partie 3D Experience Platform. Un point
assez important, alors certes qui va être assez transparent pour vous, mais qui est, je pense, pour la démocratisation de la simulation pour concepteurs au sein de votre entreprise, un point important, c'est-à-dire que ici on va venir intégrer une technologie derrière le solver, derrière la solution qui s'appelle Abacus. Donc Abacus, pour ceux qui ne connaissent pas forcément, c'est le leader sur la partie structure. Donc c'est une solution qui est robuste, qui est reconnue, qui est utilisée d'ailleurs dans la partie validation plus tard, dans les bureaux de calcul experts qui se basent sur ce solver-là. Et bien ici, on va venir adapter et encapsuler cette partie très avancée d'Abacus dans une interface, dans un environnement et dans un process qui, lui, n'est pas du tout orienté expert et qui est orienté conception. Donc, je disais un petit peu en introduction que parfois les solutions gratuites, les freeware, posaient problème parce que quid de la fiabilité des résultats, quid aussi, bon, il y a d'autres problèmes qui se posent. Ici, il n'y a plus de questions à se poser. Le solver, c'est l'un des solvers les plus reconnus sur le marché. Donc ça, c'est pour la partie technologie. Sur cette partie technologie, on en parlait un petit peu aussi tout à l'heure, vous allez pouvoir faire évoluer cette solution-là. C'est-à-dire, il y a bien sûr la partie simulation pour concepteurs en termes structure, c'est-à-dire plutôt simulation mécanique, mais vous l'avez de la même manière adapté pour la partie fatigue, pour la partie thermique, et j'y reviendrai d'ailleurs vers la fin, mais je vais même anticiper. Vous l'avez aussi adapté pour la partie fluide, par exemple, avec des outils très orientés conception sur des simulations purement CFD, purement écoulement de fluide. D'accord? Donc, pour ceux qui ont des problématiques en termes de conception qui débordent, ou alors d'ailleurs qui ne sont pas du tout mécaniques, il y a aussi des solutions dans la 3D Experience Platform qui permettent d'avoir ce type de simulation. C'est vrai qu'aujourd'hui, on va plutôt orienter la présentation sur la mécanique, mais pas d'inquiétude sur la partie CFD, sur la partie fatigue, sur la partie thermique. Il y a exactement le même type de solution qui existe. Et enfin, le dernier point, avant de laisser la parole à Martin pour qu'il vous le montre, comment cela fonctionne, comment ça se met en place, quelles sont les différentes étapes, c'est la partie cloud. Donc, la solution a la possibilité d'être hébergée sur le cloud. Ce n'est pas une obligation. Vous pouvez aussi l'installer en dur, je dirais, dans vos structures, dans vos entreprises. On promeut effectivement l'aspect cloud pour plusieurs raisons. L'aspect installation, qui est très rapide, j'allais dire pratiquement immédiat, mais c'est quelques minutes et un lien effectivement d'inscription. Après, vous avez des identifiants avec des mots de passe pour pouvoir vous connecter à votre plateforme. Finalement, en termes d'architecture et en termes d'hardware, c'est aussi pour vos départements informatiques quelque chose qui est, alors, je ne vais pas faire une généralité, mais qui est pour la plupart d'entre vous plus facile à gérer. Ce n'est pas toujours le cas, mais dans, on va dire, 95% du temps, c'est le cas. Et aussi, un dernier point qui est non négligeable, si vous avez des simulations, je dirais, de taille parfois importante ou une surcharge d'activités qui reste ponctuelle, vous allez aussi pouvoir utiliser à la demande les solutions de simulation sur la plateforme. Donc, vous allez finalement pouvoir acheter de leur CPU, ce qui va vous permettre aussi de gérer votre charge et de gérer finalement le coût de vos solutions de manière beaucoup plus rationnelle. Donc ça, c'est un point effectivement très important. Et aussi, un point non négligeable que je crois que je n'ai pas fait apparaître ici, mais c'est vous allez pouvoir accéder à votre donnée de n'importe où, n'importe quand. D'accord ? Dans cette période-là, effectivement, avec tout ce qui se passe, on connaît l'importance de pouvoir accéder à ces données et de ne pas être bloqué par des problèmes d'accès. Ce n'est pas le cas justement avec le cloud. Je reviendrai effectivement s'il y a des questions, je ne l'ai pas précisé au départ, mais vous aurez l'occasion à la fin du webinaire de poser toutes vos questions. Normalement, vous avez un petit menu dans le GoToWebinar qui va vous permettre
de poser des questions. Et donc, s'il y a des questions sur les différents points que j'ai pu aborder dans cette première partie de présentation, j'y répondrai à la fin. Je vais laisser la parole à Martin et aussi la souris, alors en espérant que ça fonctionne, pour qu'il puisse vous montrer effectivement comment mettre ça en place et d'illustrer par l'exemple les différents points qu'on a pu illustrer ensemble juste avant. Parfait. Alors, Donc, Martin, j'attends. Oui. j'espère normalement que tu as le contrôle de ma souris. Alors, je ne vois pas le démarrage de la vidéo pour l'instant. Ça y est, c'est parti. Donc, je pense que la vidéo est démarrée, me semble-t-il. Donc, bah, la première chose, hein, peut-être pour illustrer la collaboration, c'est que la 3D Experience, c'est un client web et un client riche. Le client riche, on crée du contenu 3D. Le client web, de la consultation, essentiellement. Hein. Et donc, on peut se connecter sur le client web à n'importe quel moment, de n'importe où. Il suffit d'avoir un browser Internet et une connexion Internet. Donc, on va consulter au préalable, en gros, de faire un calcul. Donc, on va consulter peut-être la géométrie. Alors, la première chose pour un peu consulter, ben, on peut se faire son propre tableau de bord, hein, donc histoire de pouvoir assembler ou fédérer dans son tableau de bord un petit peu tout ce que l'on a à faire et de regarder un petit peu les données géométriques. Hein. Donc là, on va aller chercher sur la database, hein, on va faire une recherche, on va chercher une donnée, on va utiliser un petit peu quelques filtres hein, pour resserrer la recherche hein, et on va se concentrer sur des données, des assemblages 3D qu'on appelle aussi des physical products en 3D expérience. On va sauvegarder la recherche dans son tableau de bord, comme ça hein, on la capitalise, hein, je peux me reconnecter à n'importe quel moment et réutiliser tout ça. Et pour consulter la data, hein, pratiquement en 3D, il y a des services qu'on appelle des viewers, qui s'appellent 3D Play, qui vont me permettre de consulter avec des outils l'intégralité du modèle 3D. Donc vous allez voir, alors je dépose l'utilitaire dans le tableau de bord, et ensuite ben, je glisse et je dépose le résultat de ma recherche dans ce viewer. Allez, je minimise un tableau et puis j'augmente un petit peu l'autre. Donc là, je consulte en 3D la géométrie. Alors c'est de la visu hein, pure, hein. C'est pas du réel contenu 3D hein, sur lequel je peux agir. Hein. C'est vraiment de la consultation. Hein. Mais j'ai l'avantage de pouvoir le faire n'importe où. Changer les paramètres de visu, etc. Hein. Là, par exemple, je vais faire un éclaté de la pièce pour comprendre un peu comment les pièces sont organisées les unes par rapport aux autres dans cet assemblage. On a à disposition d'autres outils hein, qui permettent notamment de consulter les dimensions de la pièce, donc de faire de la mesure, mais il y a aussi la possibilité de faire du sectionnement, des annotations. C'est très pratique pour faire de la revue de pièces. D'ailleurs, on le verra à la fin où on fera de la revue pratiquement sur le modèle calculé. Donc voilà, je peux faire cette consultation. Ensuite, bah, directement, si je pense que c'est ma bonne géométrie, bah, je peux lancer directement le client riche. Hein. Donc, le client riche, bah, je vais le lancer directement dans Assembly Design. Donc, un outil qui est relativement similaire à celui qu'on connaît dans CATIA V5. Hein. C'est là où on conçoit les assemblages. Donc, ça prend quelques secondes, on va dire. Hein. Il y a un petit delta environ de 30-40 secondes pour atteindre le client riche. Donc, une fois que je serai dans le client riche, je serai directement dans l'application Assembly Design. Donc, vous allez voir une structure qui ressemble beaucoup à celle de la V5, une structure avec une racine et des composants. Donc, je déploie un petit peu l'arme. On voit qu'il y a des engineering connections, ces fameuses connexions géométriques. Alors, pour faire un calcul, bien entendu, on va se rajouter un matériau. Donc, même chose, je vais chercher dans la base de données des matériaux qui ont été apportés, par exemple. Et je vais chercher même chose hein, avec de la recherche un peu ciblée avec des filtres, hein, le bon type d'acier qui m'intéresse. Donc on recherche, souvent il y en a beaucoup, donc on met quelques filtres. Une fois qu'on a trouvé son matériau, ben, donc ici c'est un mécano soudé, on ne va pas s'embêter, on va appliquer le même matériau à tous les composants. Grosse différence avec la V5, ici le matériau est un objet transversal, il n'est pas sauvegardé dans la géométrie, il est associé à la géométrie. Donc on applique et vous allez voir, c'est un lien qui va se poser sur les géométries sélectionnées. Image, voilà. Positionne sur chaque composant et une fois qu'on a sélectionné tous les composants, alors peut-être certains auraient pu déjà avoir un matériau, on valide. On va ouvrir un peu le graphe pour voir ce que c'est le matériau. Hein. Il y a des domaines à l'intérieur hein, et notamment il y a un domaine pour le dessin, pour le rendu et il y a un domaine pour la simulation qu'il faut absolument alimenter. Normalement, il est déjà préalimenté. Hein.
dans lequel vous allez trouver des grandeurs physiques pour le calcul, par exemple la densité, un module Young, le coefficient de Poisson, éventuellement des données de plasticité, etc., etc. Donc le matériau, il peut être très complet, hein, mais après, ça dépend des capacités de l'outil, hein, soit il les exploite, soit il ne les exploite pas. Voilà, je referme, c'était uniquement pour visualiser un petit peu ce que fait le matériau. Donc maintenant, on va rentrer proprement dit dans l'application de calcul. Donc on va aller chercher à travers le compas l'application en elle-même qui doit s'appeler sans doute linéaire quelque chose, linéaire structural validation, donc linéaire structure validation, c'est bien celle-ci. Donc quand on va rentrer dans cette application, on va rentrer, donc on va créer un nouvel objet, un objet de simulation qui est de type physics simulation. On va lui donner de préférence un nom pertinent. Bon, ici ça va être le même nom que la pièce, pratiquement oui le même nom que l'assemblage. Et donc, on va voir apparaître l'arborescence du modèle de simulation hein, qui est décomposé en 3 zones. Tout d'abord, le choix du type de calcul, soit thermique, fréquence, flambement ou structure. Bon, on va faire du calcul statique, hein, donc ça sera structure. L'arborescence du modèle de simulation, à droite, un assistant qui nous permet de donner les étapes à suivre. Et puis, le modèle de simulation composé d'une partie modèle avec la géométrie et le maillage élément fini, une partie scénario qui n'est encore pas remplie et la partie résulte dans laquelle il n'y a encore pas de données. À droite, l'assistant et on va suivre les opérations. Quand c'est coché vert, ben, ça veut dire que les opérations sont déjà faites, auquel cas, ben, je dois les compléter. Donc, étape numéro 1, je n'ai pas l'intention de faire le calcul sur l'ensemble de l'assemblage, donc je vais me débarrasser d'une pièce. Alors, hein, on ne se débarrasse pas de la pièce dans l'assemblage, hein, c'est uniquement pour le calcul. Étape suivante, on va produire des maillages éléments finis, donc c'est du maillage tétraédrique. Au départ, on va peut-être faire une petite mesure pour se donner un ordre d'idée de la dimension de la pièce, histoire de donner une taille de maille à peu près cohérente. Donc là, entre deux poids mesurés, ça fait 40, donc on va se mettre une taille environ de 20 mm. On génère le premier maillage et ensuite, en fonction des besoins, on va ajuster le maillage par des tailles locales. Donc ici, il y aura du boulonnage virtuel, donc on va se définir des tailles locales de mailles là où il y a des perçages. Hein. Donc on va réduire un petit peu la taille, on va mettre environ 10 mm si je me souviens bien, exact. Donc on va sélectionner toutes les zones cylindriques et notamment aussi la grande zone cylindrique dans laquelle on appliquera un effort. Donc on va balayer toutes les zones cylindriques. Partout, on va mettre des connexions virtuelles de serrage qu'on verra dans l'étape suivante. Bon, une fois qu'on a sélectionné l'ensemble des zones à mailler localement, donc on régénère le maillage. Donc même chose, après on peut consulter le détail du maillage pour voir si justement la taille s'est bien ajustée aux dimensions du perçage. Et éventuellement, ben, on itère plusieurs fois jusqu'à ce qu'on ait un maillage satisfaisant. Donc là, le maillage reste grossier, hein, c'est pour que d'un point de vue aussi performance et fluidité de la vidéo, on ait quelque chose d'assez raisonnable. Mais bien sûr, on peut mailler beaucoup plus fin. Le solver qui est derrière est très performant. Donc ça va quand même très très vite. Donc ouais, on va se créer des connexions. Donc on va se créer des connexions qui entre les zones boulonnées, on va se mettre du contact glissant. Donc on a toute une panoplie de connexions, on va dire assez standard hein, dans ce type d'outils. Et on va pas toutes les rechercher les unes après les autres. On a même un help en ligne hein, qui permet de savoir comment utiliser certains outils. Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une recherche automatique de connexion, soit glissante, sliding, soit collée, mais une recherche par proximité. Hein. Donc l'outil va nous rechercher toutes les faces, les couples de faces qui sont candidates, et éventuellement donc se débarrasser d'une qui sera peut-être pas candidate parce qu'elle sera sans doute collée. Le mécano soudé, hein, c'est essentiellement du collage. Donc toutes les connexions qui font appel à du glissement ben, sont créées automatiquement. La propriété est définie aussi automatiquement. Mais éventuellement, je peux y aller à la main, hein, manuellement, hein, dire bah non, finalement, je voudrais compléter la sélection. Et ici, j'ai une connexion supplémentaire à faire entre la pièce jaune et la pièce bleue. Alors, j'ai des petits outils pratiques, hein, F7, F8, qui permettent de faire le fameux show no show qu'on connaît en V5, mais là, il est quand même plus pratique. Hein. Donc, entre la bleue et la jaune, c'est du collage, donc une connexion bonded. Un petit outil qui s'appelle Feature Manager qui permet toujours de voir ce que j'ai fait, de contrôler si j'ai bien mes connexions et les éditer à travers ce panel-là. Il y a une commande contextuelle aussi qui permet d'éditer. Alors je crois que j'ai encore une connexion à faire, c'est des connexions virtuelles de serrage. Très pratique hein, pour modéliser facilement du serrage, dans lequel il y aura une précontainte. Donc
Elle s'appelle Bolt dans l'interface anglaise. On sélectionne une zone circulaire. Alors, plusieurs méthodes, hein. Il y a donc une connexion standard et une connexion s'il y a des trous fraisés. Donc, je sélectionne une zone circulaire. L'outil scanne le modèle et trouve automatiquement la zone circulaire opposée. Et ensuite, je définis un serrage. Alors, j'ai le choix entre un couple de serrage ou une force de serrage. Donc, vous avez une représentation virtuelle du boulonnage. Et ensuite, j'ai un outil qui me permet de rapidement répliquer le boulonnage entre la pièce jaune et entre la pièce bleue et la pièce beige, hein, sur tous les perçages qui ont le même diamètre. Alors là, maintenant, il faut que je répète l'opération parce que entre la pièce jaune et la pièce bleue, ce sont deux pièces différentes. J'itère exactement de la même façon. Donc, on remarque qu'il y a un effort de serrage de 20 000 newtons. Idem, hein, je réplique ce boulon qui est ici pour l'avoir dans la zone symétrique à côté. Donc, j'ai tous mes boulonnages. Alors, la vidéo est en direct, hein, c'est-à-dire qu'elle n'a pas été accélérée hors calcul. Hein, donc, c'est vraiment le temps qui est nécessaire pour faire la mise en données. Hein. Donc, Feature Manager me permet toujours d'éditer tout ce que je fais et éventuellement de modifier, hein, par exemple, l'effort de serrage. Bien sûr, c'est du calcul statique, il va falloir fixer la pièce. Donc, il y a tout un ensemble d'artifices pour fixer. Castré, appui-plan, pivot, rotule, etc. Hein, donc, tout ce qui est classique. Hein, symétrie plane aussi, hein, si on veut utiliser un demi-modèle ou un quart de modèle. Donc ici, on va fixer cette zone. Vous voyez, c'est assez interactif. Vous cliquez sur la surface, vous avez des menus. En gros, on dédouble les menus dans le fond de l'écran, hein, pour éviter de perdre du temps dans les clics. Ensuite, le chargement. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Même chose, on a des forces, des pressions, des moments, la gravité, des accélérations, le déplacement imposé, le chargement de type palier. Hein. Donc, on a pas mal de choses à dispo dans cette interface. Hein. Là, on va faire quoi? On va définir une force distante qui, dont le point d'application sera le centre du cercle, sera appliquée sur les bords cylindriques du grand perçage et sera orienté suivant la direction du petit axe en pointillé qui était donné et une valeur de 2300 newtons. Donc pour ceux qui connaissent GPS V5, hein, vous savez, il y a quand même des grosses similitudes. Hein, mais je pense que d'un point de vue productivité, ça va quand même beaucoup plus vite. Toujours Feature Manager qui me permet d'éditer un petit peu ce que je fais, éventuellement de faire des modifs. Hein, là, on pourrait par exemple modifier l'intensité de la force, hein, de passer changement. Bon, là, on reste sur du 2300 newtons. Voilà, tout dans l'assistant à droite, tout est au vert, donc je peux aller sur l'étape simulation. Dans l'étape simulation, ben, je vais avoir plusieurs choix. Soit je lance le calcul sur ma machine, donc ça s'appelle licence locale, interactif, et licence embedded. J'ai le droit de lancer mon calcul sur 4 cœurs. Si j'ai plus de cœurs, ben, je peux rajouter des tokens, donc qui s'achètent bien entendu. Ou si j'ai un PC, on va dire, plutôt bureautique, hein, ben, je peux très bien lancer le calcul en mode cloud. Et à partir avec des crédits cloud, je peux lancer mon calcul sur plus de processeurs. Et ce sont les processeurs du data center. Donc ça, c'est très utile, hein, parce que vous pouvez aller jusqu'à 32 cœurs. Donc là, c'est un petit calcul, il n'y en a pas besoin. Une fois le calcul terminé, donc l'outil me met dans un post-traitement d'une image par défaut. Alors en général, c'est les von Mises avec une amplitude de déformée histoire de voir comment ça se passe. Bien sûr, ensuite, bah, c'est comme c'est une image, on va dire, c'est une image scalaire. Il y aura une petite palette avec une cartographie. Hein, on peut éditer la palette, hein, changer l'orientation de la palette, mettre des min, des max, etc. Changer les couleurs. Là, sur l'image, bah, même chose. Il y a des options disponibles. Dans l'image des von Mises, on va regarder les min, les max, par exemple. On peut changer aussi peut-être les modes de visu. On va peut-être rajouter la visu du maillage éventuellement pour avoir une idée de la discrétisation. On va pouvoir faire aussi changer l'amplitude de la déformée, hein, pour exagérer un petit peu la déformée de la pièce, hein, pour comprendre les mouvements lorsque la pièce est chargée. Voilà. C'est très exagéré ici. Hein. On peut aussi, quoi d'autre au niveau du post-traitement, il y en a quand même beaucoup du post-traitement, hein, et vous avez pas mal d'images à dispo. Hein, finalement, il y a au moins une dizaine d'images qui sont toutes faites, hein, les déplacements vectoriels ou sous forme scalaire, des images qu'on n'a pas l'habitude de voir, par exemple, qui n'existaient pas, hein, dans V5, hein, les zones comprimées, les zones tractées, une idée de la qualité, de la précision du calcul numérique, etc.
Il y en a pas mal. Hein. Des outils pour filtrer le post-traitement, hein, de faire du post-traitement pièce à pièce ou sur des groupes de pièces. Hein. Donc là, c'est l'utilisateur qui choisit les pièces sur lesquelles il souhaite visualiser les contraintes de votre miseuse. Du sectionnement, donc très pratique hein, pour voir un petit peu la distribution des contraintes à l'intérieur du solide. Donc vous avez un manipulateur hein, qui vous permet d'orienter votre section. Hein, et si on double-clique sur le manipulateur, hein, on peut définir de façon très précise les angles, les positions du plan de coupe. Donc très facile à manipuler, hein, ces outils sont vraiment très très simples. Il n'y a aucune difficulté, d'autant plus si les gens connaissent CATIA V5, pour eux c'est très simple. Des capteurs de mesure, donc ce que l'on va récupérer, c'est ici, on va récupérer la réaction aux appuis. Donc on va aller chercher l'encastrement et on va aller ensuite dans l'outil Feature Manager qui va nous donner donc la résultante générale au niveau de la surface qui a été fixée dans un système d'axe propre à la surface fixée. Donc c'est quand même plus pratique. Hein. C'est souvent ce qu'on faisait. En V5, on était obligé de définir le système d'axe, c'était un peu pénible. Donc là, les bons choix sont faits. Hein. Bien sûr, toutes les animations sont animables. Vous avez des settings pour régler l'animation. Hein. Donc là, c'est une animation un petit peu rapide, hein, mais vous pouvez ralentir l'animation, voire même l'accélérer. Et à la fin du calcul, vous pouvez générer donc un report au format doc ou au format PowerPoint. Vous choisissez les images que vous souhaitez post-traiter et vous générez le document. Alors là, c'est vraiment un très beau document de résultats. Hein. Donc, vous avez une image par page. Hein. Alors, il faut bien entendu avoir Office. À partir de Office 2000, je ne sais plus, je crois que c'est 2013, hein, minimum. Je pense. Donc, vous pouvez mettre d'autres informations hein, qui ne sont pas que des images de résultats. Hein. Le nombre d'éléments, la qualité des éléments, etc. Les chargements, les fixations, hein, l'ensemble. Bien sûr, on n'oublie pas de sauvegarder. Pourquoi ben, sans doute, vos collaborateurs aimeraient bien on va dire collaborer avec vous et regarder les résultats, eh bien, à travers le client web, même chose, je peux consulter les objets de simulation. Ben, même chose, on va faire une recherche dans le client web des objets de simulation, un petit peu de filtre pour essayer de trouver la bonne simu. Même chose, on en trouve une, on sauvegarde le résultat et ensuite, même principe, on va utiliser un viewer, le viewer qui est accessible par tout le monde, pratiquement tous les gens qui accèdent à la plateforme y ont accès, le 3D Play. Et dans ce fameux 3D Play, ben, au lieu de consulter la géométrie cette fois-ci, eh bien, on va consulter des résultats de simulation. Donc là, on ne consultera que les von Mises et les déplacements, mais on peut consulter toutes les images qui ont été calculées. Donc même principe, allez, j'augmente la taille de la fenêtre. Même chose, j'ai la possibilité de déplacer ma pièce avec les mêmes mouvements 3D que dans le client riche. Je peux analyser un petit peu ce qu'il y a, le nombre d'éléments, le type d'éléments qui ont été utilisés pour le calcul, passer d'une image à l'autre. Donc logiquement, je pourrais en avoir 7 ou 8 hein, des images. Hein. IDM, je peux changer les modes graphiques, faire apparaître ou disparaître la palette, regarder les mines et les max, faire aussi du sectionnement, etc. Hein. Et puis peut-être ce qui est le plus utile finalement, une fois qu'on consulte des résultats calculés et qui fait la force de la collaboration du client web, je n'ai pas besoin d'avoir de licence de client riche hein, ou de licence de calcul. Hein. Je peux consulter de n'importe où les résultats. Hein, sans souci. Hein. Les perfos sont extraordinaires, c'est-à-dire que je peux charger des modèles énormes dans cet outil-là. Et puis après, ben, allez, je me connecte avec mes collaborateurs et puis on fait une revue. Il y a des outils pour faire des annotations, pour mettre du texte, etc. Hein. Alors le texte, on ne le voit pas bien parce qu'il est un petit peu pâle, donc à travers la vidéo qui a été un petit peu allégé, on ne voit pas bien le texte. Alors, moi, j'ai écrit high stress hein, et on devra pas avoir apparaître un texte high stress, mais on ne voit pas dans la vidéo. Et ensuite, ben, je partage le tableau de bord à mes collaborateurs, donc soit une personne, soit N personnes, soit un groupe de personnes, hein, et je laisse un petit message. La personne, si elle est connectée à la plateforme, reçoit une notification, donc un petit message qui lui dit « Ah tiens, regarde, il y a quelqu'un qui veut partager un tableau de bord avec toi », et elle reçoit en parallèle un email, même chose avec un lien, et quand je clique sur le lien, je tombe directement, l'outil me crée le tableau de bord dans mon environnement, et je peux consulter exactement les mêmes visus, les mêmes annotations qui ont été faites, etc. Donc pour collaborer, le client web, hein, c'est quand même quelque chose d'assez pratique et j'avoue que nous, on l'utilise entre nous pratiquement tout le temps. Donc, parce que c'est tellement plus simple hein, de parler autour d'un modèle 3D que d'un long texte. Voilà, j'en ai fini sur la démonstration.
Je redonne la parole à Jérémy. Bien entendu, si vous avez des questions, moi, je reste aussi connecté. Et... Jérémy? Super. Ouais, merci beaucoup, Martin. Je pense que ça, effectivement, ça illustre parfaitement ce qu'on pouvait dire depuis le début en termes de, effectivement, très orienté concepteur, facilité d'utilisation. Effectivement, et tu as mis en lumière un point dont j'avais pas forcément parlé, mais qui est une valeur ajoutée de la plateforme qui est non négligeable, c'est cet aspect collaboration, mais collaboration sans avoir besoin d'avoir, entre guillemets, les licences de l'outil. C'est-à-dire que cette partie de partage, toutes les personnes dans votre compagnie, dans votre entreprise, pardon, vont pouvoir justement échanger autour de ces dashboards que vient de construire Martin. Donc ça, c'est clair que c'est quelque chose de véritablement important. Ah, est-ce que je peux repasser? Voilà. Voilà. Alors, je vais passer cette partie résumée parce que je pense que de toute façon, Martin l'a très bien illustré. Finalement, c'était les différentes illustrations de ces points-là. Je reviens très rapidement sur cette partie-là pour dire que ce que vous venez de voir, finalement, sur la partie structure, c'est répliqué et duplicable à d'autres rôles dans la plateforme, soit des rôles un tout petit peu plus avancés en termes de capacité de simulation, mais toujours orientés concepteurs. Ici, on a vu qu'on était, par exemple, sur des simulations linéaires. On va pouvoir aller jusqu'à des simulations non linéaires, jusqu'à des simulations couplées en termes de thermomécanique, par exemple, ou en termes de simulation fluide, par exemple avec le rôle FMK qu'on voit sur la gauche, mais toujours dans le même esprit. C'est-à-dire que alors ça peut être des solutions qui sont utilisées par des spécialistes, mais je dirais de prime abord, ce sont des solutions qui sont orientées pour vous, pour les concepteurs, pour le bureau d'études, pour des gens qui ont la sensibilité et qui ont l'habitude d'utiliser des logiciels de conception, finalement. Donc ça, je dirais, c'est si finalement la problématique purement structure n'est pas le cœur de votre métier en termes de conception, pas d'inquiétude, c'est dupliqué et réplicable sur d'autres physiques et donc d'autres problématiques, d'autres besoins. En termes de conclusion, alors j'avais voulu une conclusion assez rapide et assez finalement simple, qui pour moi résume assez bien à la fois la démonstration de Martin et ce qu'on a pu se dire depuis le début, et qui est aussi corroboré et entre guillemets validé par déjà les différentes intégrations qu'on a pu faire chez nos clients. On le voit en termes d'innovation. Ça, c'est le retour directement des concepteurs directement, mais aussi des responsables de bureaux d'études, voire des directeurs de département en termes de produits, en termes même sur des produits existants, hein, un petit peu aussi révolutionner des produits existants. L'intégration de la simulation très tôt dans la conception a permis d'aboutir à des designs innovants, voire très innovants. En termes de temps passé à valider les conceptions, on observe jusqu'à 90% d'accélération. C'est-à-dire que là où on avait parfois une perte de temps parce que le bureau de calcul n'est pas disponible, parce qu'il y a des itérations avec votre sous-traitant en termes de simulation, parce qu'il y a des allers-retours en termes de données entre le bureau de calcul, le bureau d'études, refaire les résultats depuis le début, refaire les modèles depuis le début, là, on supprime tout ça. Donc le 90% de temps économisé, il n'est pas, enfin je ne le mets pas en gras, je dirais par hasard, il n'est pas marketing, il est véridique. Vous allez pouvoir observer jusqu'à 90% de temps gagné sur vos conceptions, sur la sortie, sur le time to, enfin ce qu'on a potentiellement l'habitude d'appeler le time to market, c'est ça, c'est 90% de temps gagné. Et alors un message que je voulais aussi finalement faire passer pour vous donner toujours ce retour d'expérience qu'on peut avoir nous chez Kionis, c'est qu'on observe que de plus en plus de clients finalement nous appellent pour compléter leur solution de simulation en termes de bureau d'études. C'est-à-dire qu'ils sont déjà équipés, la plupart du temps, puisqu'ils se sont effectivement vous adressez directement à Kionis par des solutions d'Assosystem, et on vient compléter ces solutions-là. C'est de plus en plus rare, je dirais, qu'on nous appelle pour intégrer la simulation. Donc ce passage, il est pratiquement fait déjà par tout le monde. Donc c'est vraiment un enjeu important, c'est vraiment un enjeu direct pour vous de pouvoir intégrer ces solutions-là dès maintenant, si ce n'est pas, je dirais, déjà fait. Et ça me permet
d'enchaîner sur cette dernière slide et ensuite j'en aurai terminé et je répondrai aux questions très rapidement parce que c'est vrai qu'on finalement on a beaucoup parlé et moi le premier, j'en suis le premier fautif. Mais on est là, c'est-à-dire que l'équipe dont fait partie Martin, donc l'équipe de simulation que vous devez connaître, je pense, pour la plupart d'entre vous, elle est là justement pour accompagner, pour créer les méthodologies avec vous, pour vous aider à les déployer, à faire que ces méthodologies soient robustes et utilisables par tout le monde. Et ensuite, le support technique est directement assuré par l'équipe de Kionis en simulation. Il y a toutes les certifications qui vont bien, je dirais, avec Dassault Systèmes pour nous permettre d'assurer un support d'assez haut niveau dans l'utilisation de ces solutions-là. Voilà, j'en ai fini, je dirais, pour aujourd'hui. N'oubliez pas l'événement, effectivement, le webinar de la semaine prochaine, donc qui est dédié à X-Design. Donc, vous aurez effectivement l'occasion de découvrir les fonctionnalités de X-Design dans ce webinaire-ci. Je vous remercie en tout cas pour le temps passé, pour l'écoute. Et effectivement, s'il y a des questions, n'hésitez pas dès maintenant à les poser dans le petit chat dans l'onglet questions. Alors, il y a une question sur effectivement sur la partie maillage qu'a illustré Martin. La question est effectivement, est-ce qu'on est toujours obligé d'aller si loin dans le maillage? La réponse est non. Là, je dirais, l'idée, c'était de vous montrer l'ensemble des fonctionnalités. On aurait pu s'en affranchir. Voilà, comme ça vous donne, je dirais, une overview un petit peu de ce qui était disponible dans cette solution-là. C'est-à-dire que même pour un concepteur, si le concepteur, je dirais, a déjà une expérience en simulation, il va quand même pouvoir faire des choses assez avancées. Et comme l'a dit Martin, le solver étant Abacus derrière, donc un solver robuste, il n'y a aucun souci sur la prise en compte du maillage. Il y a une autre question, alors effectivement sur la collaboration, mais entre solutions. C'est vrai que j'ai illustré d'autres solutions comme le fluide. On me demande si ça peut effectivement interagir entre ces solutions-là. Effectivement, vous allez avoir une plateforme finalement unique, une interface unique. Donc, il y a des passerelles qui existent d'ailleurs entre les différents rôles structures, entre les rôles fluides, les rôles structures. Donc ça, de la même manière, je dirais, on pourrait vous montrer comment faire collaborer et finalement interagir ces différentes solutions entre elles. Il y a une question, je ne l'avais pas vue, sur le nombre de CPU utilisés par Martin. Effectivement, je ne l'avais pas mentionné moi dans ma présentation, j'avais plus parlé du cloud, mais dans ces rôles-là, vous avez effectivement jusqu'à 4 CPU d'inclus pour lancer vos simulations. Pourquoi? Toujours dans la même optique, c'est que c'est orienté pour la conception. Donc, on vous donne ce qu'il faut pour être rapide, réactif et pouvoir itérer rapidement sur vos designs. Il n'y a plus de questions. Je vais encore attendre une petite minute, voir effectivement si une autre question arrive. Oui, je crois qu'il n'y a pas d'autres questions. Donc, effectivement, ce webinaire-là, vous pourrez y avoir accès sur le mini-site simulation de Kionis. Donc, n'hésitez pas à aller le re-regarder ou le regarder à nouveau, finalement. Et puis, n'hésitez pas à rentrer en contact avec moi ou alors directement avec Martin s'il y a des questions plus techniques. On se fera un plaisir d'y répondre. Et puis, écoutez, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Je vous souhaite un très bon appétit et puis une bonne fin de journée. Merci à tous. Merci à tous. Au revoir.